Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours la lecture des Déracinés de Maurice Barrès. En attendant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route, eh bien, qu'attendez-vous pour vous installer confortablement et puis poursuivre avec nous ce formidable moment de lecture que je vous propose. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. En vérité, des esprits incapables de saisir les relations des choses pourraient seuls méconnaître la malchance de cette jeunesse française, de cette élite qui, systématiquement, est alanguie, privée des conditions où elle pourrait s'épanouir en citoyen. Quels efforts, cependant, pour tirer parti de ce qui leur est propre? Avec quelle énergie ces jeunes Lorrains utilisent pour se nourrir ou pour s'empoisonner les éléments que le milieu leur offre? Voyez ce sauvage, François Sturel, comme il a profité de sa pension pour s'élever à une certaine délicatesse de vie. Il profite moins de la faculté. Il prépare passablement sa licence en droit, mais ne suit aucun cours. L'enseignement verbal, dit-il, n'est supérieur au livre qu'au cas où le professeur prend une autorité personnelle sur son auditoire. Sinon, c'est perdre son temps et rédiger ce qui se trouve excellemment imprimé. Plus qu'aux amphithéâtres bruyants, je trouve de l'âme aux bibliothèques que dessert un paléographe silencieux. Saint-Flin, sans se fixer de délai, c'est-à-dire peu sérieusement, prépare sa licence en lettres. Il avait été mis en rapport par des relations de famille avec les organisateurs des cercles ouvriers. Il connaissait l'entourage de Monsieur de Main et de la Tour du Pin. Il subissait aussi l'influence des disciples de Monsieur Le Play. Il commençait à se dire « Ma naissance et ma fortune me donnent une force qu'acquerront bien difficilement un Renaudin, un Mouchefrein. Les classes élevées ont un rôle social. Elles doivent remplir une fonction de patronat, se consacrer au bien général, plus spécialement aux intérêts populaires. Dans cet esprit traditionnel, il devait répugner au droit tel qu'on l'enseigne place du Panthéon, par groupe d'abstractions isolées des temps, des causes, des lieux qui les produisent. Il avait besoin de considérer les notions comme des choses vivantes qui naissent et évoluent sous l'action de causes extérieures et intérieures. Une méthode purement dialectique, et pas même philosophique, le rebutait. Il eût voulu que l'enseignement au droit fût historique, c'est-à-dire qu'au lieu de présenter les codes comme un assemblage de règles arbitraires, on essaya de découvrir les origines des institutions, de comprendre leur vie et même de prévoir leur avenir. Il faut reconnaître dans l'étude du droit un chapitre de la sociologie. Pareille critique est négligeable aux yeux d'un Suret-Lefort, qui tient ses études de droit pour un stage et les examens pour un procédé administratif d'élimination, auquel un bon esprit se soumet sans discussion fastidieuse. Dès sa première semaine, il a découvert la conférence Mollet. En 1883, il suit toutes les graves intrigues électorales des arrondissements et quartiers de la grande ville. On y dépense plus de diplomatie que dans les ambassades. La force de celui qui parle au nom d'un pays est proportionnelle au nombre de fusils que peuvent aligner ses compatriotes. Un meneur de comité est puissant avec rien derrière soi. Il faut qu'il distingue les simples machines à voter et les citoyens qui, dans une circonstance donnée, seront capables d'une action. Il doit ménager ces derniers, connaître leur vanité, leur amour de l'argent, leur aptitude à commander. À manier la matière électorale, on perd toute illusion, on acquiert toute prudence. Si l'on entre profondément dans le personnage que devient chaque jour Suret-Lefort, on reconnaît qu'il n'a pas à proprement parler d'ambition, du moins à ce qui la constitue. C'est la joie d'être mêlé à une intrigue, de la comprendre, de la déjouer chez ses adversaires, de la tourner à son profit. Un homme de comité, à force de raisonner les moyens, arrive à se complaire en eux plus que dans leur objet. Une telle éducation qui nous indique à chaque pays les trop réels dangers d'un mouvement généreux et qui ne laisse aucune place aux décisions esthétiques développe exclusivement la faculté de calculer des forces. Voilà comment on peut être un politique sans avoir l'esprit de gouvernement et avec plus de goût pour l'intrigue que pour le pouvoir. De ces jeunes hommes, Romer Pacher est le seul qui travaille régulièrement. Bien qu'il se fût placé au premier rang des étudiants en médecine de son année, il trouvait du temps pour des lectures nombreuses. Il les analysait, les résumait et, ce qui vaut mieux encore, les classifiait.
Renaudin continue son pénible métier de reporter et regrette toujours les années où, régulièrement payé, il travaillait sous la direction de Portalis. C'est fâcheux qu'il ait mangé son pain blanc le premier, mais dans ce noviciat, il s'est fortement déniaisé. Il sait voir et il sait écouter. Quant au gros Racado, qui est peu clair de notaire, et au petit mouchefrein, qui s'intitule par mensonge étudiant en médecine, ils vivent de préférence avec des bookmakers et de basses prostituées. Singulier usage de cette liberté qui fait l'unique objet de leur désir et l'unique moyen de leur salut. Sans doute, pour s'expliquer la conduite d'un garçon de 20 ans, on peut s'informer s'il a le caractère noble ou bas. Mais tout de même, le document psychologique, c'est de savoir dans quelle mesure ses ressources sont inférieures ou supérieures à ce budget moyen de l'étudiant. 100 francs de pension et 40 francs de chambre. Que voulez-vous que Mouchefrein devienne avec 30 francs péniblement obtenus tous les 2 mois de long oui? Un héros, s'il se maintient honorable. Il espérait faire sa médecine en donnant des leçons. D'abord, il fit la fête avec Racado. À la fin du mois, son malheureux argent épuisé, et quand il dut payer son terme, il se préoccupa de trouver des élèves. Le clerc ne boudait pas à l'ouvrage. Après avoir groussoyé tout le jour, il aurait, lui aussi, vendu volontiers du latin, de l'histoire, de la géographie et de l'orthographe au rabais. Tous deux s'adressèrent à Bouteiller. Pas son secrétaire, il leur fixa un rendez-vous. Bouteiller habita rue Claude Bernard, dans la petite salle à manger où une domestique les fit entrer. Ils trouvèrent 4 personnes et attendaient. Le professeur venait lui-même chercher ses visiteurs et les conduisait dans son cabinet. La première fois qu'il ouvrit la porte, les 2 jeunes gens se levèrent. Ils s'attristèrent de ne recevoir pas même son regard. Portant sa redingote, sa pâleur et son port de tête n'avaient pas changé. Leur tour venu, il leur tendit la main et quand ils furent assis, « Monsieur Mouchefrein, Monsieur Racado, dit-il avec simplicité. En quoi puis-je vous être utile ?» Au même moment, sa domestique déposa auprès de lui un plateau supportant 2 œufs, un verre d'eau, une tasse de café. « Permettez que je déjeune tout en vous écoutant. » Mouchefrein exposa leur détresse. Il demanda à Bouteiller de leur procurer des leçons particulières. « Monsieur Mouchefrein, Monsieur Racado, répondit Bouteiller. Voilà que ma conscience ne me permet pas. Une indication de ma part à mes élèves sur le choix d'un répétiteur serait une pression. Non, je ne puis leur parler de vous, je regrette. » Il leur donna des paroles encourageantes, et lui-même faisait leur réponse. Puis se levant, « Messieurs, conclut-il, si vous voulez venir partager mon déjeuner, vous trouverez toujours ici un ami. » Mouchefrein et Racado regardèrent les 2 petits œufs, la bonne pièce bien chaude, pleine de livres, de journaux, de dossiers, la haute figure si grave, si noble de Bouteiller. Ils songèrent à tout ce qu'ils devaient lui proposer, d'être ces hommes de paille, de l'aimer, de le servir. Mais sûr de soi comme il se montrait, sollicité, absorbé par tant de travaux, sans doute, il avait déjà ses créatures. Ils entrevirent qu'ils étaient à ses yeux du néant. Ils sortirent très gauches, très humiliés et très remerciants. Parents et élèves assez justement se méfient du professeur inconnu et préfèrent celui qu'emploie déjà un ami ou que protège leur concierge. Racado et Mouchefrein s'adressèrent au bureau de placement. Dans ces officines sombres, ils attendirent souvent des soirées entières pendant ces premiers mois de l'hiver, si douloureux à ceux qui sont jeunes, misérables et solitaires. Un vieux bonhomme écrivait le nom, les titres et les aptitudes du visiteur sur un registre, puis leur déclarait qu'il n'avait rien à leur offrir, qu'on ne s'adressait guère à lui, sauf pour des maîtres d'études ou des professeurs à tout faire dans les petites pensions de province. Ils allaient frapper ailleurs, revenaient encore, se répétant que le succès appartient à celui qui persiste. À celui qui persiste. En effet, le placeur indique quelque lointaine adresse où un chef d'institution offre au jeune homme de plus en plus humble ses regrets de n'avoir aucune vacance. En d'autres agences, on les accueillait à bras ouverts. « Quel âge avez-vous ? 20 ans ? 21 ans, mais c'est parfait ! Bachelier, élève en droit, en médecine, comme vous tombez à point. C'est tout à fait surprenant. On se félicite, on les félicite de l'heureux hasard.
Moyennant un versement premier de 20 francs, on va leur révéler l'adresse. Pour finir, un compère les reçoit qui justement vient de trouver son bachelier. Racado, assez perspicace, se résigna, s'en tint à son notaire et chercha d'autres ressources. Mouchefrein ne put payer son deuxième terme rue Racine. Il déménagea à la Cloche de Bois, c'est-à-dire par escroquerie. Que vouliez-vous qu'il fît? Et alla habiter une petite chambre rue Cujas, qu'il trouva une mauvaise place de professeur dans une institution des Batignolles. Il s'y rendait matin et soir, au retour, fatigué, il se couchait. Il ne pensait qu'à ses pommes de terre qu'il faisait cuire lui-même. Au bout d'un trimestre et n'ayant touché que son premier mois, il réclama. On le congédia. Il quitta subrepticement encore la rue Cujas et se transporta rue de l'école de médecine. Pour 20 sous, il donna des leçons à des étrangers. Ces jeunes gens étaient peu studieux. À fuir d'hôtel en hôtel, ils avaient abandonné le peu qu'ils possédaient de linge et d'habits. À chaque instant, ce nain lamentable monte les escaliers de Romèche-Pêcheur, de Sturel, de Saint-Flin, de Suré-le-Fort, les rejoint à la pension au café. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Ces inscriptions, il n'a pas d'argent, Racado, l'un degré moins bas dans la misère, a dû, lui aussi, interrompre son droit. Nulle issue. Pourtant, ils ne veulent pas céder à ces impérieux avertissements de la destinée. Ils s'obstinent à être des étudiants. À l'heure où l'on écrit ces lignes, il y a 730 licenciés de lettres ou de sciences qui sollicitent les places dans l'enseignement. Ils tiennent leur diplôme pour une créance sur l'État. En attendant, plus de 450 pour vivre se sont fait pions. Et combien de places à leur fournir? 6 par an. Cette situation ne décourage ni les jeunes gens ni l'université. Il y a 350 boursiers de licence et d'agrégation, c'est-à-dire que l'État prend 350 engagements nouveaux quand il ne dispose que de 6 places déjà disputées par 730 individus qui vont devenir à 1080 à enfler ainsi à l'infini. Il en va de même dans les diverses facultés. Quant aux autres diplômés, Quant aux autres diplômés qui n'ont pas été boursiers, et qui n'ont pas, comme leurs camarades, reçu de l'argent pour suivre les cours, s'ils ne peuvent s'irriter contre le gouvernement qui ne leur a rien promis, ils s'en prennent à la société. C'est une classe particulière qui, sous nos yeux, en ces années 1882-1883, se constitue un prolétariat de bacheliers. Les Racado, les Mouchefrein en font partie, et même de l'extrême gauche, je veux dire de la fraction la plus irritée, la plus malheureuse. Comme une basse-cour se rue sur le poulet malade pour l'achever ou l'expulser, chaque groupe tend à rejeter ses membres les plus faibles. Ce n'est pas à dire que les Sturel, les Romère-Pêcheurs aient pourchassé Racado et Mouchefrein par dégoût de leur misère, mais les conditions de la vie universitaire broient les pauvres. Furieusement, Racado et Mouchefrein se débattent, déliés de leur pays et de toute société. C'est à la liberté dont ils meurent qu'ils font appel pour vivre. Perdus au désert parisien comme Robinson sur son île, ils ne comptent que sur leur industrie. Puissent-ils avoir le sens pratique de Robinson? Leur cellule d'origine ne fournit plus rien de leur nutrition. Il faut qu'ils trouvent moyen de se nourrir sur tout leur parcours aux dépens des régions qu'ils traversent. Si leur milieu est empoisonné, les voilà eux-mêmes bien compromis. À cette époque-là, les 2 dominantes de la vie au quartier, c'étaient les courses et les brasseries de femmes. Le gros Racado, au risque de se faire chasser par son notaire, grimpait parfois en semaine et tous les dimanches sur les grandes voitures au coin du café Soufflé. Quand Sturel, Saint-Flin, Romère-Pêcheur laisseraient dans les brasseries et sur les hippodromes l'argent destiné à leur restaurateur, celui-ci, s'étant renseigné en Lorraine, accepterait de patienter. Pour Racado, c'était plus grave. Par sa maîtresse, la Léontine, il rassemblait quelque argent des filles et le leur jouait aux courses. Il s'en tirait assez heureusement. Avec un capital, il eût réussi des opérations impossibles par petits paquets. Il ne se voyait aucun avenir dans le notariat. Obstiné à désirer son héritage, qu'il enflait et disait toujours de 100 000 francs, il ne se laissait pas oublier par son père. De t'écrire, cela ne me coûte pas un centime. L'étude vous a franchi toutes vos lettres pour rien. Sois sûr que je n'en profiterai pour te donner de mes nouvelles. Il ajoutait « Paris est certes bien agréable pour celui il y a 300 francs par mois à dépenser, car tous les plaisirs y abondent.
Beaucoup prodiguent des sommes folles. Si je disposais d'un pareil argent, j'économiserais. Le père Racado sentait qu'il faudrait lâcher les 30 000 francs, mais répugna à les jeter dans Paris. Il pressait Honoré de hâter son retour. Un notaire du pays avait l'intention de prendre un clerc, le voulait capable et le payerait 1800 francs. Si tu revenais, tu aurais bien plus de bénéfices que de rester à Paris, où tu ne gagnes rien. Tu dois y réfléchir, car, depuis que tu es parti, il est sorti de ma bourse près de 2000 francs par année. Je te prie de croire que tu me sers et que tu m'empêches des affaires. Honoré, dont les rêves débordaient un budget de 1800 francs, se faisait plus âpre. Le père céda jusqu'à offrir l'achat d'une étude dans le pays. Ce rural était dupe d'une imagination vaniteuse. Un notaire des petites villes lorraines, à moins qu'il ne risque le bagne, ne retire guère de son étude que l'intérêt à 3% du prix d'achat. Racado, convaincu que ces 30 000 francs ne le nourriraient pas en Meurthe-et-Moselle, s'entêta à considérer que le bonheur est parisien et qu'on ne rencontre pas de hasard serviable dans les arrondissements du Tout ou de Pont-à-Mousson. Il tenta son père. Il lui présenta les gains de course, comme les courtages, sans risque qu'il touchait sur des ventes et achats de titres pour des clients de l'étude. « Laisse-moi gérer mes 30 000 francs. Si j'avais de l'argent, plus de tenue, je passerais 3e clerc. Avec mes appointements, mon revenu normal et les bénéfices, je les réaliserais par des maniements de valeur. Je vivrais sans attaquer le capital. À l'occasion, je t'aiderais. » Mais mieux encore que sur les hippodromes, dans les brasseries, alors en pleine vogue, ces jeunes Lorrains se formaient à la vie. La maison mère fut fondée en 1867, rue de la Banque, en face du timbre. Un petit cafetier, père de famille, à la veille d'une faillite, fit choisir au quai de Marseille des filles qui le relevèrent si bien que, son bail expiré, il ouvrait un vaste établissement sur la rive gauche. Sa manière fut imitée. Toutes les nuances de l'amour libre s'étaient fondues dans ces innombrables brasseries qui remplissaient en 1883 la rue des Écoles, la rue Monsieur-le-Prince et près de l'Odéon, la rue de Vaugirard. Succès qui s'explique. Le plus grand nombre des jeunes étudiants habitent des chambres déplaisantes, où ils sont mal chauffés et éclairés. Puis, ils tiennent de leur âge l'horreur du chez-soi, le goût de l'agitation et des camaraderies. Il faut qu'ils s'entassent dans leurs quelques cafés. Or, de tous les cafés, la brasserie de femmes leur procure le sensualisme le moins grossier. Il est agréable de fumer un cigare en regardant vaguer une créature qui a pour objet de plaire. Que les consommations y soient mauvaises, l'air vicié et les filles de mauvais aloi, c'est un argument valable, mais qui se ruine par le statut particulier de la brasserie de femmes. Certains artistes délicats de cette époque les ont fréquentés. C'est là que, depuis 1870, on a transformé la prosodie française et des cris du cœur qui nous touchent furent adressés à des dames servantes. On n'aime vraiment que les endroits où l'on s'est plus vers l'âge de sa majorité. Nous serions ridicules de substituer notre vision au jugement des Romers pêcheurs, des Suret-le-Fort, des Saint-Flin, des Racado, des Mouchefrins. Ces brasseries qui nous choquent enchantèrent plusieurs générations d'éphèbes. Les mœurs de ceux qui sont retenus, aussi bien que les tristes manières des bohèmes et des grisettes par la mémoire complaisante de leurs petits-fils, sur l'emplacement de ces brasseries disparues, on viendra accueillir une certaine poésie. Le dénué Racado recourut très vite à l'expédient de placer sa Léontine dans un de ces établissements. Si laide, elle fut admise difficilement par une maison de 3e ordre rue de l'École de médecine. On n'y voyait que d'humbles filles échappées l'avant-veille des cuisines. Tous, altérés encore par les fourneaux qu'elles avaient dû quitter à cause de leurs invétérées fainéantises, ces créatures buvaient comme des gendarmes et ne proféraient que des propos obscènes ou vulgaires. Racado, désireux de constituer sa clientèle et sa maîtresse, lui amena un jour de vives forces sturelles. Celui-ci, fasciné par l'incomparable puissance de dilatation stomacale qu'elle révélait, reçut d'elle cette réponse. « Quand on a un bon gibier, on peut boire toujours. » La malheureuse par un bon gibier voulait dire une nourriture saine et abondante.
Eh bien, c'est sur cette palabre que s'achève donc cette lecture des Déracinés de Maurice Barrès, mais ce n'est pas fini. Donc, pour savoir la suite des aventures de Monsieur Sturel, eh bien, c'est tout simplement dans un instant sur C8 dans Voyage au bout de la nuit. À tout de suite.